gens qui vont venir de domaines différents. On va avoir des avocats, on va avoir des spécialistes de la restructuration, on va avoir des financiers. Et tous ces gens-là sont en train de construire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Avec cette association internationale qui crée le Chapter France, on va pouvoir échanger entre professionnels du restructuring et puis on va pouvoir partager des bonnes pratiques. On est vraiment dans une association qui comble un besoin. Je pense qu'on aura du succès, donc on va voir ça dans les jours et mois qui viennent. Et on espère que tout le monde va suivre le mouvement et notamment tous les professionnels du secteur pour faire de cette association une réussite. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire de TMA France. Nous recevons aujourd'hui Xavier Gellot. Xavier, tu es directeur du Fonds de renforcement des PME, le FRPME, au sein de BPI France Investissement. Et nous aborderons aujourd'hui la question des orientations du capital développement à l'heure du rebond. Bonjour et bienvenue Xavier. Bonjour à tous les deux, Jean-Pascal, Stéphane. Et puis bonjour à toutes et à tous là, qui est en ligne. Et pour vous interroger, Xavier, je serai accompagné aujourd'hui de Jean-Pascal Beauchamp. Jean-Pascal est Partner Financial Advisory du cabinet Deloitte. Il est aussi directeur des activités de restructuring en France. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Stéphane, bonjour Xavier, et merci à tout le monde et bonjour à tous les participants à ce webinaire. Je suis quant à moi Stéphane Roussier, je suis président du cabinet conseil SRF Conseil en restructuration et retournement des entreprises et coordinateur national du collectif RTF, qui veut dire Restructuring Task Force. Avant de nous lancer dans notre discussion, permettez-moi en quelques mots de rappeler à ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas encore parfaitement TMA, ce qu'est TMA, TMA dans le monde et TMA en France. TMA, qui veut dire Turnaround Management Association, est né aux États-Unis il y a une vingtaine d'années et constitue aujourd'hui l'Association mondiale des professionnels du restructuring. Elle réunit 12 000 membres qui figurent tous les métiers et les pratiques du restructuring à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, en France évidemment, au travers de 52 implantations dans le monde. Et en Europe, TMA est représenté dans 12 pays, dont la France, depuis un an. Donc TMA France est la plus jeune des entités de TMA en Europe. TMA en France est une association à but non lucratif qui réunit déjà une soixantaine de membres, que sont des avocats, des administrateurs judiciaires, les métiers du conseil, les métiers du chiffre, les fonds d'investissement, autour d'un mission statement qui est de fédérer la communauté des professionnels engagés dans la prévention, la préservation et le retournement des PME et des ETI et des grands groupes en France et à l'international. Encore un mot sur l'actualité de TMA France avant de démarrer. Nous sommes heureux d'avoir récemment accueilli quelques nouveaux partenaires, dont Delville Management, qui est un spécialiste du management de transition et qui nous a rejoint en tant que sponsor officiel. Le cabinet Advancy, qui est un spécialiste du conseil en stratégie et qui nous a rejoint en tant que sponsor ami. Et puis plus récemment encore, le cabinet Deloitte, représenté par Jean-Pascal aujourd'hui et qui nous a rejoint en qualité de sponsor officiel. Je voudrais enfin rappeler la mise en ligne récente, il y a un petit mois, de notre site internet, avec deux adresses possibles, tma-france.org ou tmafrance-directement.org, sur lequel vous retrouverez toute l'information et toute l'actualité de TMA en France, de TMA en Europe et de TMA dans le monde. Tout ceci étant dit, nous allons pouvoir démarrer, et donc, bienvenue Xavier. Xavier, vous êtes le directeur du Fonds de renforcement des PME, FRPME, c'est ce que je disais, au sein de BPI France Investissement. Vous avez rejoint BPI France Investissement en 2015 en tant que directeur de suivi des participations. Vous êtes notamment en charge des entreprises sous-performantes du portefeuille du pôle PME. C'est un portefeuille d'environ 450 participations, ça fait beaucoup. En complément, depuis juillet 2020, vous avez pris la responsabilité du Fonds de renforcement des PME, le fameux FRPME dont nous parlerons aujourd'hui, après en avoir assuré la conception et la mise en place. Et puis au préalable, vous avez un parcours vraiment intéressant. Vous avez, dans le secteur public notamment, dans l'industrie navale de défense, dans la politique de développement territorial et régional,
dans la coopération avec l'Afrique subsaharienne, beaucoup, et de 2012 à 2015 dans le domaine de la restructuration des entreprises, puisque vous étiez à l'époque rapporteur au CIRI. Vous êtes diplômé d'une grande école d'ingénieurs, le NSTA Bretagne, un beau parcours. Et pour débuter ce webinaire avec Jean-Pascal, notre session d'aujourd'hui, je vous propose d'aborder un thème qui touche directement à l'ADN de BPI France Investissement, la notion d'intérêt général. Jean-Pascal. Merci Stéphane. Alors, c'est moi qui vais ouvrir le bal sur cette première thématique, donc l'adéquation entre le capital investissement et la mission d'intérêt général. Et donc, la première question est la suivante, pour casser la glace. Pour une part significative de ces investissements, BPI France s'appuie sur des fonds publics, donc destinés à l'intérêt général. Et donc, dans ce cadre, comment se définit cette dimension d'intérêt général dans la charte d'investissement ou d'intervention de la BPI? Oui, Jean-Pascal, et puis d'abord, merci à Stéphane pour son introduction. C'est toujours plaisant d'avoir une petite rétrospective sur son parcours. Mais pour répondre à la question de Jean-Pascal, déjà, et pour la bonne information de tous, c'est vrai qu'on investit majoritairement côté BPI des fonds publics, l'ordre de grandeur, sur le périmètre capital développement, c'est-à-dire l'ensemble des practices small, mid and large cap, on est autour de 75% de fonds sous gestion qui sont des fonds publics. Voilà, et effectivement, c'est une problématique spécifique, évidemment, par rapport à tous les acteurs de la place pour des pays. En fait, notre doctrine d'investissement est claire et il y a deux dimensions principales qui permettent de gérer cette situation d'intérêt général. C'est d'abord, nous sommes des investisseurs patients, c'est-à-dire que la création de valeur se fait dans le temps et on peut en attester quand on regarde la durée de détention de nos participations par rapport à celle en moyenne rapporté par les membres de France Invest, l'association France Invest des investisseurs donc en capital développement, on est un peu plus long qu'eux. C'est le premier point. Second point, c'est qu'on essaye d'intégrer systématiquement dans nos décisions d'investissement, dans le choix des cibles, des paramètres extra-financiers, évidemment des paramètres financiers, en restant un investisseur, mais aussi des paramètres extra-financiers qui vont nous permettre d'appréhender le dossier à travers son impact sur une chaîne de valeur, sur une filière, sur un territoire, sur des dimensions innovantes, capacité à vouloir conquérir l'international. On essaye d'intégrer ces dimensions-là. Évidemment, nos investissements doivent rester, quoi qu'il en soit, avisés, puisque justement parce qu'on manipule pas mal d'argent public, on ne veut pas qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, considérer que ces investissements ne seraient pas avisés et en l'occurrence tomberaient sous le coup des aides d'État, par exemple. Très bien. Alors, le modèle économique du capital développement et puis les outils qu'il utilise aujourd'hui se prêtent-ils à cette mission d'intérêt général que vous venez de définir? Alors, oui, de ce point de vue-là, on n'a pas de particularité, c'est-à-dire qu'on a investi côté BPI avec des instruments classiques, de l'action, de l'obligation, convertible, non convertible, convertible dans certaines conditions, peu importe, des obligations avec des bons de souscription d'actions. J'y viendrai plus en détail tout à l'heure puisque c'est l'instrument qu'on privilégie côté du fonds de renforcement des PME. Mais en tout cas, ces instruments classiques nous permettent de co-investir en fait avec l'ensemble des acteurs de la place. C'est une des missions importantes de BPI, c'est de faire levier, c'est de dynamiser le marché. Et à titre d'exemple, sur l'année 2020, sur le pôle PME, on a co-investi dans 90% de nos opérations nouvelles et avec 43 acteurs différents de la place. Voilà. Pour ce qui est des PME plus spécifiquement, de toute façon, le marché me paraît assez stable et aujourd'hui, on n'a pas d'innovation particulière, donc les instruments sont adaptés évidemment aux besoins des entreprises. Merci Xavier. Mais l'une des faiblesses historiques de l'entreprise en France, et notamment, si on la compare à son homologue allemand, c'est celle d'un niveau de fonds propres qui est, on le sait tous, relativement insuffisant. Et dans le contexte que nous connaissons, dans quelle mesure le soutien des fonds propres des entreprises pourrait-il exister sans augmenter la dette ou sans effet de dilution trop significatif? Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que Non, je pense que non, c'est compliqué et je ne pense que non. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même choisir la structuration de l'opération.
soit on intervient en action, en equity, et forcément il y a un effet dilutif dès lors, en plus sur une période comme celle-ci, où la valorisation des entreprises ont été dégradées. C'est pas le cas de toutes, hein, heureusement. Soit on intervient, mais quelque part c'est de la dette in fine. Et donc voilà, il y a un arbitrage à faire. Et c'est, je pense, la science de l'investissement, de trouver le bon équilibre entre, évidemment, c'est acceptable pour les actionnaires, et les dirigeants, et ce qui est évidemment une structuration qui le met à l'aise dans son investissement, à la fois sur le rendement qu'il en est sur le niveau de risque qu'il accepte de soutenir. Alors, peut-être une autre question maintenant sur la valorisation des entreprises dans le contexte présent. Dans le contexte d'aujourd'hui, puis plus particulièrement à l'heure de la clôture des comptes 2020, la valorisation des entreprises, et plus particulièrement celles qui auront besoin de fonds propres ou de renforcer leurs fonds propres pour rebondir, devient une question de plus en plus prégnante. Comment appréhendez-vous cette valorisation dans vos deals aujourd'hui? Alors, dans les deals, là encore, tout dépend de la situation de l'entreprise. Pour ce qui est du FRPME, j'y reviendrai plus en détail. On contourne l'obstacle, on essaye d'investir avec des obligations à bonne souscription d'actions. J'expliquerai un peu pourquoi. Mais grosso modo, on évite de se poser la question de la valorisation aujourd'hui. Évidemment, et heureusement, j'allais dire, le marché fait qu'il y a encore des entreprises, et c'est quand même la meilleure d'entre elles, pour lesquelles la valorisation n'a pas été attaquée, ou marginalement, j'allais dire, par la baisse d'activité de 2020. Et donc, dans ces cas-là, on trouve des solutions, et typiquement, demain, on a investi dans 50 nouvelles opérations pour 14 millions d'euros. Donc voilà, je pense que la valorisation n'est pas l'obstacle à l'investissement aujourd'hui. Je crois qu'on a eu un petit problème de connexion et Xavier, je pense que c'est assez haché votre intervention. Je ne sais pas si vous êtes éloigné de votre box. Ce serait peut-être bien que vous vous rapprochiez parce qu'on a une connexion qui est pas très bonne avec vous. Ah, ça s'améliore pas. Mon image était dégradée, mais je pensais que c'était pour des raisons techniques. Et je n'ai rien touché par rapport à nos tests. Là, je crois que c'est en train de se. Je pense qu'on peut continuer parce que c'est normal. Ça se stabilise. Oui, je pense que c'est en train de se rétablir correctement. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. On passe peut-être à une nouvelle thématique qui est celle de la question du renforcement des fonds propres, Stéphane. Oui, bien sûr. Lors de notre précédent webinaire, où nous recevions Paul Louis-Netter, qui est le président du tribunal de commerce de Paris, le président Netter soulignait l'importance d'une évolution profonde, culturelle, dans le management d'entreprise et dans la gestion de l'entreprise, de façon à ce que les PME et les ETI françaises rentrent dans une culture de consolidation des fonds propres, de renforcement des fonds propres, et de façon à réduire, un peu comme à l'image de l'Allemagne, ce qu'on évoquait tout à l'heure, leur niveau d'endettement au regard de leur ratio de fonds propres. Quelle est votre vision à vous de ce point-là? C'est vraiment un sujet culturel, j'ai l'impression. Oui, c'est effectivement un sujet culturel. Alors évidemment, je partage les propos du président Netter. Il a raison. Voilà, il faut renforcer les fonds propres de nos entreprises, de nos PME en particulier. J'ai quelques craintes de ce point de vue-là, puisque je trouve que le discours ambiant est pas totalement en phase avec ses besoins. Il est un peu à contre-temps. Alors la crise peut-être fait son œuvre, mais il est un peu à contre-temps du discours qu'on pouvait tenir il y a 24-48 mois. Et j'aime pas trop entendre comment dire, on a de nouveaux produits, on va parler tout à l'heure, qui arrivent avec un marketing qui est de dire profitez-en, c'est des produits qui ne sont pas dilutifs. Donc ça renvoie à la question de la valorisation que j'évoquais. Et en plus de ça, vous n'aurez pas d'impact sur votre gouvernance. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne approche. Je pense que les dirigeants ont besoin d'avoir à côté d'eux d'autres compétences, d'autres qualités, d'autres métiers. Et
évidemment, c'est eux qui sont les pilotes dans le bateau, c'est eux qui définissent la stratégie de leur entreprise et qui la conduisent, mais c'est bien d'avoir quelques renforts, et typiquement, nous on s'y essaye, on s'y emploie côté BPI, c'est à les convaincre de l'intérêt d'avoir des investisseurs financiers à leur côté, évidemment par le carburant qu'on va leur apporter pour conduire leur projet, mais aussi parce qu'on leur amène à côté de ça. Typiquement, nous, les PME dans lesquelles on est investi, elles ont en moyenne une mission d'accompagnement, de conseil tous les 2 ans, statistiquement. On leur amène évidemment du réseau, de la mise en relation, de la formation. Et je crois qu'on arrive assez bien à les convaincre quand on prend le temps qu'on se pose autour de la table, quand évidemment on peut se poser autour d'une table, puisque statistiquement, là encore, on a 60% de nos deals qui sont des premières ouvertures de capital. C'est-à-dire des entreprises qui jusqu'à présent n'avaient aucun investisseur financier à leur côté. C'est quand même une bonne chose. Et puis dernier point complémentaire, j'allais dire, on essaye aussi dans cette période de jouer un rôle contracyclique. Je pense que je ne l'ai pas dit aussi dans la première question tout à l'heure sur l'intérêt général, mais ça transparaît. Pas récemment, j'ai vu passer le classement 2020 là, de Private Equity Magazine sur la tranche de valorisation des entreprises de moins de 30 millions d'euros. Avec les 50 opérations que je vous ai indiquées tout à l'heure, BPI est le premier acteur en fait, de la place sur l'année 2020, à la fois en nombre et en montant investi. Donc voilà, c'est un signe. Ça veut dire que quand tout le monde, parce que je sais que certains confrères ont un peu baissé le stylo, posé le stylo l'année dernière, on a continué à investir. Parfait. Merci Xavier pour cette réponse. Une troisième thématique maintenant, après le sujet des fonds propres et le sujet de l'intérêt général. Maintenant, on en arrive effectivement au fonds de renforcement des PME que vous avez conçu, que vous avez créé, vous en êtes l'architecte et que vous dirigez aujourd'hui. On trouve une information sur le net qui est un petit peu toujours identique et qui est relativement peu dense, si je peux dire, sur la présentation du FRPME. Donc c'est pour ça que je voudrais vous donner la parole. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter le FRPME, votre vision à vous de votre côté, puis la vision utilisateur également, quoi. Donc comment fait-on pour vous saisir, combien de vous, quelle est la dotation, quel type d'entreprise vous adressez, quel marché, voilà. Il y a beaucoup de questions. Ouais. Alors c'est vrai que le net, je l'avoue, je crois bien qu'on soit une banque digitale, parce que nos process sont très digitalisés, on n'est peut-être pas les meilleurs commerciaux sur le net. Notre site internet est en cours de refonte. Je sais qu'il y a un chantier interne pour essayer de mieux présenter en fait et mieux permettre, de donner une bonne lecture de ce qu'est BPI et de ses instruments en particulier. S'agissant du fonds de renforcement des PME, effectivement, c'est un produit qu'on avait commencé à imaginer avant tout. On a accéléré sa mise en place en fait avec l'arrivée du Covid au mois de mars dernier et le premier confinement. Et on l'avait conçu comme un produit de sortie de crise qu'on ne pensait pas être évidemment celle du Covid, en s'inspirant de nos instruments qu'on avait déjà mis en place historiquement et en particulier après la crise de 2008. Enfin, pas moi, mais en tout cas ceux qui étaient à l'époque dans l'ancêtre de BPI. Donc le fonds de renforcement des PME, c'est un fonds qui, comme je l'indiquais, doit accompagner les entreprises, principalement des PME, éventuellement des ETI, qui étaient quand même pas les meilleurs de leur classe, j'allais dire, avant crise, c'est-à-dire que des entreprises qui auraient pu, sur lesquelles certains investisseurs au capital développement auraient pu se poser la question d'intervenir, mais qui doivent se repositionner et qui ont surtout subi un à-coup fort du fait de cette crise Covid, qui vient complexifier leur rebond. Et donc notre discussion avec les dirigeants, c'est de comprendre en fait quelles étaient évidemment leurs difficultés pré-crise, quel a été l'impact du Covid, et quelle est leur feuille de route, quelle est la stratégie qu'ils se donnent pour rebondir. Et s'ils nous convainquent dans ces éléments-là et dans sa compréhension et sur leur plan de marche, à ce moment-là, on les accompagne. On accompagne donc des entreprises qui font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une thèse qui est généraliste, puisqu'on n'a pas d'approche sectorielle particulière, mais on a une demande de nos souscripteurs quand même d'être relativement présents dans les secteurs industriels. Le FRPME est aujourd'hui doté de 94 millions d'euros. Il peut investir pendant 3 ans et éventuellement 5 ans, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'en l'été 2023, voire l'été 2025, ce qui nous laisse un horizon de temps, j'estime, pertinent, et là encore, on pourrait y revenir, suffisamment découplé de tous les produits
d'accompagnement de la crise. Voilà, on privilégie l'intervention sous forme d'obligation, bon de souscription d'actions, mais on n'est pas fermé, j'allais dire, à d'autres types de produits. En tout cas, le fonds le permet. Et puis, point de particularité, on donne comme dans l'ADN de BPI, on cherche à co-investir, évidemment. Alors, on se passera de co-investisseurs probablement sur les plus petits tickets parce que c'est pas nécessairement pertinent, mais sur des tickets un peu plus importants. Et là, dès qu'on parle de 2-3 millions d'euros, probablement, on regardera, et en particulier avec des fonds régionaux, si certains ont l'intérêt de co-investir à nos côtés ou la volonté de le faire. Voilà. Et par ailleurs, on n'investira pas, ça c'était une ligne rouge qu'on s'est fixée dans nos propres participations, c'est-à-dire les entreprises qui sont déjà investies par BPI France. Ces entreprises-là, j'allais dire, leur sort est entre les mains des fonds qui sont déjà investis. Donc pour des questions de conflit d'intérêts, on écartera ces participations-là. A contrario, on est prêt à regarder les opérations et des participations d'autres fonds de la place, dès lors que naturellement, eux-mêmes croient au projet et sont prêts à ce moment-là à co-investir à nos côtés. Voilà. Je pense qu'avec ça, vous avez un premier scope peut-être plus précis que ce qui est écrit, mais évidemment. Peut-être juste une question peut-être très opérationnelle. Comment fait-on pour vous saisir? C'est une présence purement parisienne. Vous avez des implantations en région. Vous avez un réseau commercial. Enfin, comment ça se passe? Le fonds d'entrepreneurs qui veut vous saisir. Vous n'avez pas répondu à cet aspect-là. En fait, soit évidemment par mon intermédiaire. Voilà, et je pense on peut trouver assez rapidement les coordonnées sur Internet. Et sinon, effectivement, on a surtout un réseau commercial, c'est-à-dire nos investisseurs. Les équipes PME de BPI, c'est près de 60 investisseurs, d'implantation en région. Donc, j'allais dire les conseils, l'écosystème, éventuellement les dirigeants, pour ceux qui sont déjà au contact de BPI, trouvent sans problème. Le cas échéant, beaucoup d'entreprises sont par ailleurs financées par BPI, donc leur conseil, j'allais dire, du point de vue bas de bilan usuel, peut très vite leur donner le bon contact si jamais ils ont une interrogation sur le sujet. Mais effectivement, c'est notre présence terrain qui est essentielle. D'accord, merci. Merci Xavier. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que bien évidemment, ils peuvent poser des questions. Et pour ce faire, en bas de l'écran, vous avez une petite zone d'outils. Et le dernier icône à droite de cette barre d'outils vous donne accès au chat. Et donc, par ce chat, vous posez évidemment, quand vous voulez, toutes les questions que vous souhaitez et on traitera ces questions à la fin de l'intervention de Xavier. Le FRPME, vous le disiez, Xavier, a été conçu juste avant la crise. Mais avec l'allongement de cette crise et le renforcement des mesures, est-ce que vous êtes conduit ou tenté de revoir les conditions d'intervention du FRPME? Parce que on est à l'aube, il y a quelques heures d'intervention de notre Premier ministre, voire de notre Président de la République, qui éventuellement annoncera le durcissement des mesures sanitaires en Île-de-France, après celles d'autres régions et peut-être avant celles d'autres régions. Donc on voit bien qu'on est en train de rentrer dans une troisième période de cette crise Covid. Est-ce que c'est pas tentant, précisément, de modifier les critères d'éligibilité que vous évoquiez juste alors? Oui, alors non, je vais vous dire, pour deux raisons essentiellement, c'est-à-dire qu'on ne va pas augmenter le risque que pourrait prendre le FRPME parce que dans son règlement, on a la capacité à intervenir dans des situations qui peuvent, je pense que c'était le sens de la question, être relativement dégradées. Donc ça, c'est le premier point. Donc il n'y a pas de raison d'aller plus loin sur ce curseur-là. Et c'est à notre appréciation de savoir jusqu'où on va accepter en fait de prendre du risque. Et à contrario, on ne va pas non plus aller chasser, j'allais dire, pour le dire basiquement, sur des solutions, sur des opérations moins risquées, plus classiques en capital développement, parce que là, on a toute la palette d'instruments de BPI qui continuent à exister, qui continuent à investir, comme je vous l'ai déjà indiqué. Donc voilà. Non, le curseur de risque, il est celui qu'on apprécie pour l'opération. Et d'ailleurs, je regrette une forme de message de dire on a le temps de voir ce qu'on va faire et quand est-ce que je ferai l'appel à un renforcement de fonds propres ou de quasi fonds propres pour faire le lien avec votre question de tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas tarder parce que plus on tarde, plus pour certaines entreprises la situation peut éventuellement se dégrader et j'allais dire quelque part, moi je le dis à nos investisseurs, je considère que l'on est obligé à rien. Donc voilà.
on appréciera la situation au cas par cas. D'accord. Donc, vous le disiez tout à l'heure, les OPSA, les obligations assorties de BSA, sont l'outil de prédilection que vous utilisez. Ça pose une question, c'est comment appréhendez-vous les BSA dans la structuration de vos opérations? Ouais. Alors, je pense qu'il faut aussi, et c'est probablement intéressant aussi pour ceux qui sont sur ce webinaire, imaginez ce qu'est le BSA. Le BSA, c'est juste un bon qui vous donne accès à une part de capital à un horizon de temps donné. Il y a éventuellement des fenêtres pour les exercer, moyennant le paiement d'un complément de prix, c'est-à-dire l'achat en fait des actions qui vont en face. Et vous vous êtes mis d'accord en fait à l'origine sur combien vous allez payer pour détenir combien de capital au moment où vous souhaiterez exercer ces bons de souscription d'actions. Donc l'intérêt en fait de cet instrument, c'est qu'il vient compléter une composante obligataire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est une dette in fine, par un rendement additionnel possible, pas automatique, mais possible dès lors que l'entreprise dans laquelle vous avez investi a atteint un niveau de performance suffisant. Et donc ça permet déjà de reporter la question de la valorisation à l'horizon de l'investissement et pas à l'entrée de l'investissement, donc permettre, j'allais dire, une recréation de valeur. Et en même temps, c'est une clause qui est vertueuse puisqu'elle est gagnant-gagnant. Vous prenez certes un bout du capital, mais en même temps, si vous le prenez, c'est qu'il y a eu de la création de valeur et ça s'est fait aussi au bénéfice des actionnaires préexistants. Et pour l'investisseur, ça lui complète, j'allais dire, le rendement, performance, voilà, qu'il aurait simplement eu sur la composante obligataire. Alors, il y a, Merci. il y a éventuellement une petite contrainte. Faut pas les sous-estimer, notamment parce que je pense qu'il y a peut-être des avocats, des juristes autour du webinaire. Évidemment, on signe un pacte d'actionnaires à l'entrée, c'est-à-dire qu'on se met d'accord aussi sur nos relations futures. Voilà. On Bien évidemment. Ensuite. Il y a un sujet avec lequel on a flirté là tout à l'heure, un petit peu, mais je voudrais qu'on creuse un peu et je voudrais avoir votre opinion. Comment se situe le FRPME au milieu d'une part des fonds d'investissement, enfin des fonds de retournement traditionnels, dont par ailleurs la BPI peut être un des partenaires, un investisseur, et d'autre part au regard des récents dispositifs de renforcement des quasi-fonds propres conduits par France Invest, pardon. Et puis on a aussi les prêts participatifs. Donc dans les 100 milliards du plan rebond, il y a 20 milliards qui sont destinés théoriquement au renforcement des fonds propres, 14 milliards qui le sont au travers de la distribution des prêts participatifs, donc au travers des réseaux bancaires, 6 milliards qui sont théoriquement à la main de France Invest dans le cadre des mandats de gestion qui doivent être distribués pour intervenir en renforcement des quasi-fonds propres. Et puis on a les fonds d'investissement traditionnels qui font du retournement. Comment le FRPME s'inscrit dans tout ça? Alors j'espère qu'il s'y inscrit bien. En tout cas, c'est une brique supplémentaire. D'abord, les fonds de retournement, enfin, on en connaît un certain nombre les uns et les autres, et au final, ils sont pas si nombreux que ça, peut-être malheureusement sur le marché français en tout cas. Ils sont pas du tout dans le même positionnement. Ils vont majoritairement sur des cibles plus dégradées que celles du FRPME, c'est la première chose. Leurs modalités d'intervention sont absolument pas les mêmes. Enfin, je veux dire, le retournement, étant passé par le CIRI, je vois un peu ce que c'est, et même au quotidien sur les participations qu'on a en portefeuille qui sont pas en super forme. Voilà, un fonds de retournement, d'abord, il va chercher à prendre la majorité et il va traiter assez durement l'endettement existant. C'est pas le métier de BPI et c'est pas des investissements minoritaires comme le FRPME peut faire qui permettra de ce type d'intervention. On peut par contre envisager sur certaines cibles de co-investir avec eux, ça c'est pas exclu. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas sur le même scope que les fonds de retournement qui feraient effectivement du retournement. Voilà. Puisqu'après, on sait qu'on a certains qui vont aussi, mais je le comprends, pour gérer leurs risques, faire des situations un peu moins délicates. S'agissant des obligations relance, les obligations donc France Invest, moi j'ai plusieurs observations à faire, c'est-à-dire que je gère assez bien la situation, enfin je pense qu'on va la gérer assez bien. D'abord, le FRPME est disponible, et les obligations France Invest, elles devraient l'être à l'horizon de l'été sur les dernières informations, donc j'allais dire d'ici la mi-2021, s'il y a des opportunités d'investissement, on sera capable de les adresser avec le FRPME, ce ne sera pas encore le cas des obligations relance. Ensuite, en tant qu'acteur important de la place et particulièrement présent dans les territoires,
on a également été candidat, alors on verra ce qu'il en adviendra, mais en tout cas, on a manifesté notre intérêt pour gérer un mandat au titre de ces obligations relance. Et enfin, de toute façon, le FRPME reste un fonds co-investisseur naturel des obligations relance qui vont être limitées dans leur quantum, quoi qu'il en soit. Donc, et dans le temps. Donc, on aura à la fois l'opportunité de co-investir à côté des fonds qui mettront en place les obligations relance, et sinon d'investir postérieurement à la fenêtre d'opportunité de ces obligations. Et pour ce qui est des prêts participatifs, je veux dire, c'est la même chose. Ils sont contraints dans leur quantum et dans le même quantum que les obligations relance. Donc je pense que le sujet, il est plus de la concurrence éventuelle entre les prêts participatifs et les obligations relance que de la place du FRPME par rapport à ces instruments. Xavier, sur le dispositif de renforcement des quasi-fonds propres par France Invest, pouvons-nous rentrer un petit peu dans le détail, préciser un petit peu leurs principales caractéristiques, et puis nous faire part de votre analyse sur ce dispositif? Ouais. Alors effectivement, je comprends, mais on n'a pas été dans les discussions spécifiquement de conception par France Invest, mais on y associe évidemment en tant que membre et participant à certaines de ces commissions. D'abord, initialement, le dispositif est quand même fortement inspiré du FRPME. Il a un peu évolué sous diverses contraintes. Je comprends qu'aujourd'hui, alors que c'était encore récemment plutôt des obligations à bon de souscription d'actions comme le FRPME, demain, ça va être plutôt des obligations simples, mais ça mérite d'être confirmé, puisque les informations sont assez mouvantes et les choses sont en train de se mettre en place. J'ai pas vu encore de tels investissements posés. Donc, je ne sais pas quels seront les critères de risque et la nature des interventions, et si elles seront laissées, c'est-à-dire à l'appréciation des titulaires de mandat. Donc, c'est un point qui me paraît important. Après, comme je disais, il va y avoir un certain nombre de contraintes qui vont se poser aux gestionnaires des mandats et auxquelles les dirigeants vont être confrontés, indépendamment de la thèse et de leur situation. La disponibilité dans le temps est limitée. Elle est aujourd'hui limitée jusqu'à l'été 2022, c'est-à-dire une fenêtre d'investissement de l'ordre d'un an. Le montant, le ticket maximum qu'une entreprise et une PME en particulier pourra lever est lui-même limité. Il est de l'ordre de 12%, 12,5% je crois, du chiffre d'affaires 2019, sous réserve que celle-ci n'ait pas consommé la totalité du droit PGE. Sinon, ça ne sera que 10%. Donc vous voyez que ce sont des contraintes qu'il va falloir prendre en compte. Je n'ai pas la certitude aujourd'hui qu'un dirigeant puisse faire de décroissance externe avec ce produit. C'est pas confirmé. Donc on va voir dans les prochaines semaines, parce que je pense que le dispositif va maintenant se stabiliser après que celui des prêts participatifs ait été de son côté arrêté. Mais je pense qu'entre les annonces qu'on a pu avoir et la réalité de ce que seront ces instruments, il va y avoir un petit écart quand même. Et des contraintes pour les dirigeants, donc de la place pour les autres fonds que sur le FRPME ou d'autres fonds pour co-investir, comme je disais, ou investir tout simplement dans les entreprises qui ne seront pas éligibles. Alors, merci pour cette analyse, cette description. Une autre thématique maintenant pour les nombreux acteurs du restructuring qui sont membres de TMA, c'est la thématique relative à la prévention des difficultés. De ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous intervenez un peu plus en amont que les sujets que l'on peut traiter de manière plus classique pré-insolvency ou insolvency, mais vous arrive-t-il d'avoir dans vos deals ou dans votre track record des entreprises en prévention, ou à défaut, même lorsque vous avez des sujets qui viennent vous voir, suggérez-vous le recours aux préventions amiables? Oui, bien sûr. Alors, comme c'était indiqué sur de Stéphane tout à l'heure, c'est vrai que BPI France investissement, partie investissement direct, c'est un peu plus de 600 entreprises en portefeuille, et spécifiquement la partie small cap, l'équipe à laquelle j'interviens, c'est de l'ordre de 450 entreprises, puisque les plus gros volumes sont là. Et effectivement, parmi ces 450 entreprises, comme tout investisseur, on est confronté à des situations de sous-performance, et nous sommes des promoteurs des phases amiables, mandat ad hoc ou conciliation, quand ça nous paraît pertinent. Donc, dès lors qu'on a des signaux avec les investisseurs qui suivent les entreprises, de difficultés naissantes, on va dire, et qui vont impliquer le besoin de faire recours à ces procédures, évidemment qu'on en fait la promotion et qu'on suggère aux dirigeants de se poser la question.
Ensuite, j'allais dire, c'est peut-être plus ponctuel, mais on est nous-mêmes à l'initiative de certaines procédures. Il peut nous arriver, mais alors là c'est un peu moins dans un geste amical, on va dire, mais il peut nous arriver quand on commence à être un peu orthogonal sur la thèse d'investissement et avec les dirigeants, effectivement, de pousser nous-mêmes à l'ouverture de ce type de procédure. Et puis enfin, pour ce qui est du FRPME, ça fait clairement partie de sa thèse d'investissement, c'est-à-dire que ce n'est pas un élément dérogatoire, alors que BPI, d'une manière générale, n'investit pas dans ces phases-là. On peut réinvestir, ça peut arriver que si on croit effectivement au rebond dans des entreprises dans lesquelles on est déjà investi, on réinvestisse classiquement en new money pour les spécialistes sur ces situations-là, mais d'une manière générale, on ne fait pas un premier investissement dans ces situations. Le FRPME peut l'étudier. Voilà, j'aime autant voir les choses un peu plus en amont, parce qu'on est toujours contraint dans la durée et dans les éléments d'analyse, mais si nécessaire, c'est évidemment possible pour le FRPME. Très bien. Et donc le FRPME n'intervient pas dans les entreprises en situation de difficulté avérée ou en procédure avancée, disons, autre que la conciliation, comme vous venez de le dire. Et puis d'un autre côté, on sait bien, on sait tous, que la démarche d'anticipation des risques n'est pas une démarche naturelle et spontanée des dirigeants. Alors entre les deux, comment est-ce que vous générez votre deal flow? Alors, je vais vous donner quelques chiffres, mais qui sont plus sur le deal flow naturel de 2020, qui ne sont pas spécifiquement le deal flow de FRPME, parce que vous avez compris que la situation fait que l'ensemble des produits qui sont distribués, l'ensemble des mesures, le deal flow est relativement faible. À titre d'information, aujourd'hui, on a de manière approfondie, on a évidemment eu beaucoup plus de contacts que ça, mais de manière approfondie, on a regardé 7 opérations, 5 sont passées en comité et 2 sont aujourd'hui on track pour un éventuel investissement, on va dire, d'ici fin avril. Voilà. Donc ça reste relativement faible. A contrario, notre sourcing, il est équivalent à celui je pense qu'il sera équivalent à celui qu'on voit sur notre capital développement classique. C'est-à-dire que BPI est très présente auprès des PME et dans les territoires, auprès des PME qui sont déjà des clientes du réseau financement. Ça représente en moyenne 45% des sourcings de nos opérations. Très présent dans les territoires par ses investisseurs et son équipe d'investissement, c'est 35% des opérations sourcées en direct par nos investisseurs, indépendamment de savoir si ça leur a été remonté par réseau financement. Et puis évidemment, très présente au contact de l'écosystème de conseils, d'intermédiaires, c'est le solde, grosso modo, c'est 20% des opérations. Et donc, je pense que le profil du sourcing sera de cette nature-là. Ce qui est important, c'est, je pense, d'être au contact soit direct, en démarche proactive, c'est-à-dire vers les dirigeants, soit au contact indirect via les réseaux de tout un chacun, qu'ils soient internes à BPI ou externes, évidemment, à travers les conseils et autres intermédiaires du secteur. D'accord. Avant de poursuivre et d'aborder le dernier chapitre de ce webinaire, Xavier, je voudrais encore rappeler à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser des questions, et je rappelle la manip que j'évoquais tout à l'heure. En bas de votre écran, vous avez une petite zone de boîte à outils. Le dernier icône sur la droite de cette petite barre d'outils, c'est l'icône qui vous donne accès, qui vous donne accès au chat. Et donc, vos questions sont les bienvenues et elles sont attendues et nous les traiterons dès la fin de l'intervention de Xavier. Et pour démarrer cette dernière partie, un peu plus personnelle peut-être, je voudrais qu'on parle de prospective un peu. Comme je le disais tout à l'heure, on peut s'attendre ce soir à des nouveautés. On est en train de rentrer dans une troisième période. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, et qu'on a posé jusqu'à présent à tous nos invités qui vous ont précédé dans ces webinaires de TMA France, c'est que vous partagiez votre vision, partagez avec nous votre vision prospective de l'évolution de la situation, tant du point de vue de ses éventuelles conséquences économiques que de sa dimension sociale et sociétale et des impacts que la situation pourrait avoir et aura sans doute. Ouais, alors je dirais que sur l'impact social, sociétal, je crois qu'on vit tous depuis maintenant 12 mois, et je pense pour un certain nombre de mois encore, et on verra effectivement si ce soir on a le droit à une louche supplémentaire, une grande période de frustration, de privation. Voilà, on est entravé dans nos capacités de mouvement, entravé dans nos capacités à nouer des relations humaines, qui est quand même
le propre d'une société. Et donc, ouais, je pense que ça peut être compliqué à vivre. Ça l'est évidemment pas mal de nos concitoyens. Moi, j'ai la chance de vivre assez bien. Et puis, on est dans des métiers où le télétravail permet aussi de conserver le contact à la réalité, enfin au business quotidien, et donc de ne pas se sentir un peu délaissé sur le bord du chemin par rapport à notre activité courante. Je suis convaincu que dès lors que la chape de plomb va se lever, la relance sera rapide parce que tout un chacun aura envie de vivre. Je dirais pas de vivre comme avant parce que je sais pas si ce sera comme avant, mais en tout cas de vivre. Donc voilà, moi je suis assez à l'aise avec les chiffres que l'on voit sur une reprise économique rapide. Oui, mais le jour où ce sera possible. Et ça, c'est l'autre interrogation, c'est dans combien de temps ce sera possible. Et je suis pas sûr qu'on ait la réponse ce soir, à 18h. Et enfin, en complément, sur l'aspect économique, au-delà de l'aspect reprise, je pense que l'on est loin, enfin, et d'ailleurs sur la dimension humaine et sociétale aussi, loin de mesurer réellement l'ensemble des impacts de cette crise. Pour les entreprises, on l'a dit, pour l'instant, il ne se passe rien. Enfin, moi, je le vois sur notre portefeuille. La crise n'a pas eu d'incidence sur le portefeuille que l'on est amené à gérer. En tout cas, pas d'incidence, un peu d'incidence de valorisation. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Mais hors secteur administrativement fermé, je pense au tourisme et autres, il n'y a pas eu d'incidence majeure. Les conséquences, on va devoir, sur les entreprises, les gérer dans la durée. Je ne sais pas encore à partir de quand, puisque tant que le quoi qu'il en coûte est en place, il ne se passe rien. Et puis ensuite, on a tous les effets collatéraux indirects sur l'emploi, sur la sortie du marché du travail d'un certain nombre de collaborateurs, sur les mutations des modèles, parce qu'il y a quand même des secteurs qui vont être secoués et impactés dans leur modèle économique, qui auront donc du coup des répercussions indirectes sur notre façon de fonctionner, sur la façon d'employer, j'allais dire, leurs collaborateurs. Et enfin, je pense que, et ce webinaire en est le meilleur exemple, le télétravail ou la communication à distance, qui était déjà dans les mœurs, mais était plutôt accessoire, je pense va devenir de manière générale plutôt un instrument courant, y compris d'ailleurs va impliquer un fort questionnement de toutes les organisations et des managers sur comment intégrer le télétravail de manière durable, parce que on ne pourra pas dire à des collaborateurs non, c'est bon, vous revenez au bureau, alors que ça fait un an maintenant qu'ils font leur boulot à 90% en télétravail. Bien sûr. Bien sûr. Sur le plan professionnel, enfin sur le plan du métier plus exactement, est-ce que vous pensez que cette crise, on voit bien que dans certains secteurs, cette crise a conduit à redéfinir, à réinventer des process, des métiers et des chaînes de valeur entières dans certains métiers. Est-ce que vous pensez que ça peut être la même chose dans le domaine du capital développement? Je veux dire par là, est-ce que cette crise est amenée à redimensionner notre métier du capital développement tel qu'il est en France? La France est un gros consommateur, comme le UK, du capital développement. Est-ce que l'évolution vers l'économie sociale et solidaire, vers le green, est-ce que tout ça conduit à un redimensionnement du marché? Est-ce que tout ça conduit peut-être à de nouveaux outils? Je sais pas, le traitement de la dette, un marché secondaire de la dette ouvert aux PME. Quelle est votre vision prospective de tout ça, Xavier? Alors déjà, effectivement, il y a énormément de moyens disponibles, qui étaient disponibles avant crise, fin 2019. Et il y a encore eu des levées de fonds, même au niveau moindre en 2020. Donc cet argent, il est disponible. Je pense que si la crise n'est pas trop durable, évidemment, il s'investira, mais sur une période éventuellement un peu plus longue, décalée dans le temps. C'est le premier point, mais en tout cas, il y a de la ressource disponible. Aujourd'hui, le premier point, c'est qu'un dirigeant qui a un projet viable, je pense qu'il est assez à l'aise pour financer son opération, voire même, il peut mettre en concurrence probablement. C'est le premier aspect. Ensuite, on pensait voir un tassement des multiples. Moi, je constate que la valorisation de l'entreprise reste très élevée, parce que justement les opportunités sont plus rares qu'elles n'étaient et que vous avez en face beaucoup de liquidités. Donc cette concurrence fait que les multiples restent très élevés. Le dernier baromètre Argos, je crois, de fin 2020, sortait de l'ordre des multiples de 11 sur des investissements à caractère stratégique ou de transmission. Donc ça reste très élevé. Et en tout cas, la baisse de 2020 est déjà amortie. Et ils viennent largement compenser du coup des éventuelles baisses de rentabilité en termes de valorisation. Voilà, c'est l'autre point. Je pense que
on n'aura pas techniquement de modification dans le métier. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on va se parler en Teams un peu plus, voilà, que ça va fondamentalement remettre en cause les métiers d'investisseurs, qui restent des métiers humains dans lesquels il faut créer une relation avec le dirigeant. Comme je disais tout à l'heure, il faut arriver à le convaincre de la pertinence de vous avoir le capital, ou d'aller chercher de la ressource, lui expliquer ce que vous pouvez lui amener, et puis ensuite, dans la durée, pendant 6, 8 ans, être à ses côtés pour être à l'écoute de son projet et des évolutions de ce projet. C'est vraiment une feuille Oui, mais de route. Oui, mais on voit bien qu'on arrive dans une situation un peu particulière où on a évité la crise du cash et c'est super. Mais on est en face, vous l'évoquiez tout à l'heure, de la crise de la dette, d'accord, et on est dans une espèce d'atonie en ce moment. Mais la production des comptes 2020, couplée à l'arrêt progressif des dispositions de soutien, vont conduire à une situation possiblement difficile pour un nombre d'entreprises. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un métier à inventer sur le traitement de la dette? Parce que finalement, on va se retrouver avec des entreprises qui auront des comptes de résultats avec des fonds propres relativement impactés par l'exploitation 2020, pas terrible, et puis d'un autre côté, évidemment, une augmentation significative de leur dette à cause des PGE, même si on en reporte l'échéance de paiement. Pour autant, l'amortissement restera dans les comptes. Et puis, l'ensemble des dettes qui auront été contractées pendant la période. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un métier, là, une perspective de traitement de la dette sur les PME, enfin, un marché secondaire de la dette sur les PME? Alors, je suis un peu sorti du traitement sur de la gestion de plutôt plus grosses entreprises, hein, ETI et grandes entreprises. Ça, j'ai compris que aujourd'hui, c'est un nombre de banques, de temps en temps, dans des situations délicates, effectivement, trader leur dette de manière décotée. Ça, c'est le premier point. Et plus peut-être que sur la première partie, enfin, depuis 2010, on va dire. C'est un comportement qu'on voyait assez peu, hein. Enfin, moi, quand j'étais au Syrie, j'ai assez peu rencontré ça. J'ai dû avoir 1 ou 2 établissements qui l'ont fait, et on a essayé ensuite de stopper les choses parce que voilà, on préfère dialoguer avec des interlocuteurs qu'on connaît plutôt que des interlocuteurs très lointains dont le comportement n'est pas toujours voilà, totalement dans le sens de ce qu'on aimerait. Maintenant, sur la PME, je suis un peu plus dubitatif. Comme je disais tout à l'heure, les instruments restent classiques. C'est pas évident. Si ça existe, c'est à ce moment-là une cession en bloc, mais vous pourrez pas céder qu'un portefeuille dégradé. Je ne sais pas quelle est l'approche de banque là-dessus. Évidemment, les contraintes qui pèsent sur leurs fonds propres font qu'elles doivent provisionner, évidemment, toute situation délicate, etc. Donc, c'est lourd pour elles. Et que se délester, évidemment, d'une part de leur financement, qui sont des financements, je vais dire, délicats, ou en tout cas en difficulté, peut être tentant. Mais après, il faut trouver les contreparties en face. Parce que même si c'est un portefeuille de PME, il faut trouver des solutions. Et sur une grande entreprise, là où il y a plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros de dettes, vous avez prise sur le business model, sur l'entreprise, etc., y compris, le cas échéant, en passant au capital. Sur les PME, bon courage pour gérer des encours de quelques centaines de milliers d'euros ou millions d'euros pris individuellement par opération et par banque, quoi. D'accord. On a quelques questions qui nous viennent de l'auditoire de ce webinaire. Alors, je vais commencer par la dernière qui a été posée. Bonjour. Vu l'anticipation d'un mouvement de consolidation du marché en France en 2021, le FRPME peut-il intervenir en financement d'opérations de distress, de M&A, de reprise à la barre du tribunal? Bonne question, puisqu'en fait, j'y ai pas répondu tout à l'heure quand on a évoqué le sujet. Je pense qu'on risque. Non. Ma réponse est plutôt non, dans le sens où ces opérations-là sont vraiment des opérations qui, pour moi, adressent vraiment des fonds de retournement. Mais je n'exclus pas qu'on regarde des opérations, pas nécessairement de reprise à la barre du tribunal, mais en tout cas, on a prévu. Je l'ai pas mentionné parce que ça me paraissait être un point de détail, mais le règlement du FRPME peut nous permettre d'accompagner des entreprises dans l'adoption d'un plan de Conti, d'un plan de sauvegarde, ou si elles sont déjà dans ces procédures-là, c'est-à-dire en plan de Conti ou en plan de sauvegarde, les aider à en sortir. Mais évidemment, je pense que ces opérations qu'on ne fera pas seul, et donc il va falloir un leader sur ce type d'opération-là. Mais en tout cas, voilà, ça reste marginal pour les FRPME. Merci Xavier. Une autre question qui nous vient de Benjamin. Quelle est la limite haute de CA pour les entreprises dans lesquelles le FRPME pourrait entrer comme co-investisseur? Est-ce qu'il y a une limite de CA? Eh non, il n'y en a pas. La limite, c'est
c'est en fait le ticket maximum qu'on s'est autorisé à investir, puisque je ne l'ai pas dit dans ma présentation de tout à l'heure, mais le FRPME en fait a une fourchette de tickets d'investissement qui va de 500 000 euros, fourchette basse, à 5 millions d'euros, fourchette haute. Donc le chiffre d'affaires sera que la résultante du tour de table qui sera constitué, le cas échéant avec un ticket maximal de 5 millions d'euros pour les FRPME, étant précisé qu'on a quand même mandat de la part de nos souscripteurs de plutôt faire du volume en nombre d'opérations accompagnées. Et donc on ne va pas spontanément demain investir un ticket de 5 millions d'euros. Et que par ailleurs, on souhaite se garder une faculté de réinvestissement dans la durée. Là encore, parce que l'histoire est pas écrite, surtout sur ces situations de retour. Et j'espère, pour de bonnes raisons et sinon pour des raisons un peu plus délicates, voilà, on essaiera d'accompagner le dirigeant le temps nécessaire en complétant notre ticket. D'accord. J'ai une question un peu pointue de Maxime. Je vous la pose. Vous savez que vous avez le droit au joker. Hein, vous savez que vous avez le droit au joker. Merci Maxime. J'avais pas lu les questions, mais je te laisse la poser, Stéphane. Que pensez-vous de la revalorisation des actifs sans imposition dans la loi de finances 2021? Ça semble être une façon de renforcer les fonds propres. Je pose la question parce qu'on abordait la question justement, donc tourner autour tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut renforcer les fonds propres de ces entreprises françaises qui sont structurellement insuffisantes. C'est une piste. Quelle est votre réponse, Xavier? Je vais utiliser un demi-joker, c'est-à-dire que comme ça j'aurai un demi pour une autre question éventuellement. Si on peut fractionner le joker. Non, mais merci Maxime. Fractionne. Merci. J'ai pas la réponse, mais effectivement, enfin, je suis pas spécialiste de la finance. J'ai vu effectivement les articles dans les Échos, notamment, qui faisaient état de ça et qui pouvaient être une piste. J'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais revaloriser les actifs, oui. Voilà. Après, ça dépend ce qu'on revalorise, quoi. Bon, j'ai pas la réponse. Ça peut être une solution ou en tout cas une contribution, mais je pense qu'elle est un peu artificielle. En tout cas, c'est une solution sur le papier. Voilà, c'est pour ça que je dis un peu artificielle. Voilà. Et à un moment, il va falloir des vrais fonds propres, quasi fonds propres quand même. Oui, d'ailleurs, je vois que Maxime s'excuse de cette question. Non, mais on vous en veut pas, Maxime, il n'y a pas de problème. Non. Xavier avait son joker, donc tout va bien. Écoutez, nous arrivons au terme de cette rencontre d'aujourd'hui. Just in time, il est bientôt la nuit et notre webinaire se termine à 13h30. Juste le temps donc de vous remercier, Xavier, de te remercier, Jean-Pascal, de vous féliciter aussi pour votre intervention. C'était limpide, vraiment limpide, intéressant et limpide, pédagogue, excellent et très professionnel, pointu, donc exactement ce qu'il fallait sur le thème. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire pendant 7 heures. Comme vous le savez, c'est un rendez-vous que nous essayons de mensualiser. Et je pense que très rapidement, nous pourrons vous informer par mail interposé du nom de notre prochaine invité au mois d'avril sur le 4e webinaire de TMA France. Voilà, un grand merci à vous tous. Un grand merci, Xavier. Indépendamment du fait que c'était professionnel et très sérieux, c'était aussi très sympa. Merci à tous et passez une excellente journée. Rendez-vous le mois prochain. Très bonne journée à Au revoir. tous. Merci beaucoup. Qui vont venir de domaines différents. On va avoir des avocats, on va avoir des spécialistes de la restructuration, on va avoir des financiers, et tous ces gens-là sont en train de construire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Avec cette association internationale qui crée le Chapter France, on va pouvoir échanger entre professionnels du restructuring. Et puis, on va pouvoir partager les bonnes pratiques. On est vraiment dans
une association qui comble un besoin. Je pense qu'on aura du succès, donc on va voir ça dans les jours et mois qui viennent, et on espère que tout le monde va suivre le mouvement, et notamment tous les professionnels du secteur, pour faire de cette association une réussite.